Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Ensemble, voyons les titres sommaires de ce journal. Le Premier ministre à Washington DC, dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique, expose la volonté de la Côte d'Ivoire de nouer un partenariat gagnant-gagnant avec les États-Unis, créer de la valeur ajoutée dans tous les secteurs, de grands enjeux abordés au cours de multiples rencontres avec des hommes d'affaires et responsables d'agences gouvernementales. Le résumé de ces activités à suivre. Et nous reviendrons ce soir dans ce journal sur les grands défis de ce sommet Afrique-États-Unis qui s'est achevé ce jour. D'importantes questions d'intérêt commun ont été abordées avec en cœur la restauration du partenariat entre les pays africains et les États-Unis. Le sujet est analysé par Michel Digré. C'est le dossier de ce jeudi. Et puis ce soir, reportage exclusif sur l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou. L'ouvrage sera inauguré demain par le vice-président de la République après plus de 82,7 milliards de francs CFA d'investissement tout le long des 5 années de travaux. Zoom donc sur cette infrastructure économique stratégique qui viendra booster les échanges entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. Bienvenue dans ce 23h. Les activités du Premier ministre à Washington. Patrick Hachi poursuit sa visite de travail à Washington en marge du sommet des leaders aux États-Unis, le sommet États-Unis-Afrique, où il représente le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement enchaîne les audiences et séances de travail. Et ce jeudi, il a rencontré Alice Albright, la présidente du Millennium Challenge Corporation. On fait le point de toutes ces activités avec Alexis Ouedraogo. À Washington, le chef du gouvernement poursuit ses rencontres. Mercredi, Patrick Hachi était au MCC. Le programme qui soutient des projets du secteur éducation-formation se satisfait de l'état d'avancement des différentes étapes. Bien avant, représentant le chef de l'État, le Premier ministre a pris part à l'ouverture de l'US Africa Leaders Summit avec au centre des échanges la sécurité alimentaire. Nous sommes un géant en matière de production agricole, l'agriculture de rente, que ce soit le cacao, que ce soit la noix de cajou, que ce soit l'EVA, toutes ces productions que nous avons ont le même problème, le taux de transformation local pour pouvoir retenir la valeur ajoutée, créer des emplois et croître. Donc pour cela, nous avons bien sûr besoin de capital, nous avons besoin de partenaires, nous avons besoin de savoir-faire et les Américains dans ce domaine-là ont bien sûr une très grande longueur d'avance et aujourd'hui sont parmi les meilleurs au monde. Donc nous avons dit que nous étions intéressés à échanger avec eux pour voir dans quelle mesure ils pourraient venir en Côte d'Ivoire, investir et dans un partenariat gagnant-gagnant nous permettre de transformer beaucoup plus nos matières premières afin d'avoir et de capter cette valeur ajoutée. Pour le chef du gouvernement, les défis entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires dont les États-Unis sont multiformes et il faut faire davantage d'efforts pour les affronter. Donc il y a de grandes transformations à faire pour pouvoir approvisionner les populations en quantité, en qualité, mais même au-delà de ça, de pouvoir exporter les produits alimentaires. Donc les défis que nous avons au niveau de la production pour pouvoir produire tout le long de l'année en quantité suffisante toutes les productions nécessaires, mais également les questions d'éviter les pertes post-récolte, donc les questions de stockage, les questions de transport, mais également les questions de distribution. Et la Côte d'Ivoire est résolument engagée à la transformation de ses productions locales les années à venir. Voilà, l'enjeu de ce sommet Afrique-États-Unis est tout aussi important pour les États-Unis. Après l'ère Donald Trump, la puissance mondiale déroule son tapis rouge à l'Afrique et se présente comme un partenaire répondant à tous ses besoins. Des milliards de dollars sont d'ailleurs promis sur d'importants secteurs d'intérêt commun, dont la paix, la sécurité, la gouvernance, la santé mondiale, la sécurité alimentaire, le climat, l'énergie ou encore la connectivité numérique. Un partenariat gagnant-gagnant, suivant l'analyse de Michel Digré. Longtemps accusés de délaisser l'Afrique, les États-Unis ont déroulé le tapis rouge pour une quarantaine de dirigeants africains dans le but de regagner une influence sur le continent. C'est le Premier ministre Patrick Hachi qui conduit la délégation ivoirienne à Washington. Dans cette campagne de charme pour séduire des partenaires africains parfois réticents, les États-Unis ont mis la main au portefeuille
promettant de consacrer environ 36 000 milliards de francs CFA à l'Afrique sur 3 ans. En étroite collaboration avec le Congrès, les États-Unis s'engageront à verser 55 milliards de dollars à l'Afrique au cours des 3 prochaines années, dans un large éventail de secteurs, afin de relever les principaux défis de notre époque. Les autorités américaines ont toutefois assuré que ces financements, et plus généralement l'engagement américain, ne serait pas lié à l'attitude des pays africains face à la guerre en Ukraine, à l'heure où nombre d'entre eux refusent de condamner ouvertement la Russie. Il ne s'agit pas non plus d'une compétition avec les autres. Il ne s'agit pas de dire à nos amis et à nos partenaires ce qu'ils doivent choisir. Il s'agit d'offrir un véritable partenariat et, espérons-le, de construire ensemble une dynamique vers le haut et non une dynamique vers le bas. Ce sommet de 3 jours à Washington est censé relancer les relations des États-Unis avec le continent africain, laissé plus ou moins en jachère par l'ancien président Donald Trump au moment où la Chine et la Russie avancent leurs pillons sur le continent. Nous voyons également la Russie employer des mercenaires à travers le continent et cela est également déstabilisant. La combinaison de ces activités de ces 2 pays, je crois que cela mérite d'y prendre garde et il est clair que leur influence pourrait être déstabilisatrice. Le président américain est en première ligne de cette offensive pour conquérir le cœur de l'Afrique. La tenue du premier sommet de ce type en 2014 a été un moment décisif pour cimenter un nouveau type de partenariat entre nos nations. Ce partenariat n'est pas destiné à créer des obligations politiques, à créer de la dépendance, mais à stimuler des succès partagés et à créer de l'opportunité. J'insiste là-dessus. Joe Biden a reçu les dirigeants africains à la Maison-Blanche pour un dîner portant un toast à la promesse et au potentiel du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Le président du Sénégal, par ailleurs président de l'Union africaine, Macky Sall, abonde dans le même sens. Nous partageons le même esprit. Nous voulons faire avancer notre programme commun avec vous et faire passer notre partenariat au niveau supérieur dans une approche inclusive, réunissant le gouvernement, le secteur privé, la société civile et la diaspora africaine. Plusieurs accords sont paraphés au cours de ce forum. Ici, les États-Unis signent un accord régional avec le gouvernement du Niger et du Bénin lors d'une cérémonie organisée dans le cadre d'un forum économique en marge du sommet. Le contrat régional de transport entre le Bénin et le Niger prévoit des subventions de 202 millions de dollars pour le Bénin et 302 millions de dollars pour le Niger. Une grande opération de séduction des États-Unis à l'Afrique est donc ainsi enclenchée. Le programme de financement de l'Union européenne en Côte d'Ivoire participe au développement dans le pays. Le projet Archipelago pour l'amélioration de l'employabilité a favorisé la formation de 455 jeunes. Après 4 ans, ils sont prêts à insérer les secteurs de l'agriculture, particulièrement les filières du manioc et du maraîchage. La clôture de ce programme de formation est rapportée par Sephora Zegui. Ces jeunes, 455 au total, issus de la région du Bélier, ont été formés aux techniques culturales dans les filières manioc et maraîchage. Ils ont pris part au projet Archipelago, un programme financé par l'Union européenne à hauteur de 500 000 €, soit 328 millions de francs CFA. Et en fait, le projet consiste à les former et pendant la formation, on les aide à élaborer un projet de développement. C'est-à-dire que pour nous, l'idée, c'est qu'ils construisent leur business plan, leur plan d'affaires et qu'ils deviennent des agripreneurs. Ce projet accorde donc une attention particulière aux groupes vulnérables, notamment les migrants de retour, les jeunes sans emploi et les femmes. Après ce programme-là, on a su que nous sommes des jeunes entrepreneurs agricoles, mais aussi que nous pouvons changer nos manières de cultiver. Et grâce à ce programme,
j'arrive aujourd'hui à produire et à commercialiser même sur le marché. Aujourd'hui, mon chiffre d'affaires tourne autour de 1 200 000 francs. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire est convaincu que cette initiative est une réponse à la problématique de l'emploi en Côte d'Ivoire. La France est donc fière d'accompagner la Côte d'Ivoire sur ce projet. L'agriculture, c'est la grande richesse de la Côte d'Ivoire. L'agriculture, c'est une priorité. Et parce que c'est une priorité pour la Côte d'Ivoire, eh bien c'est une priorité pour la France en Côte d'Ivoire. C'est aussi une priorité pour l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est la rencontre de 3 priorités de la Côte d'Ivoire. 1, la jeunesse. 2, la formation professionnelle. Et 3, l'agriculture. Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat et parrain de la cérémonie, se félicite de la réussite du programme qui est aujourd'hui une référence à Ravia. Et aujourd'hui, le centre de formation agricole de Ravia attire des jeunes Ivoiriens de toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est devenu un centre de référence et un centre d'expérimentation de la belle coopération France-Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Union européenne. Merci beaucoup, monsieur de l'Union européenne, pour nous avoir soutenus. Je suis heureux de cette école mobile de formation qui pourra passer partout. Archipelago, projet d'une durée de 2 ans, est porté par un consortium de 6 co-demandeurs qui sont la Chambre régionale d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes en France, la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire, le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil régional du Bélier, l'Institut national de formation professionnelle agricole et entrepreneurs du monde. Nous en venons à ce reportage exclusif sur l'autoroute de Yamoussoukro-Thiébissou. L'ouvrage sera inauguré demain par le vice-président de la République et aura nécessité plus de 82,7 milliards de francs CFA d'investissement depuis le lancement des travaux en 2017. Zoom donc sur cet ouvrage économique stratégique qui viendra booster les échanges entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. C'est une visite avant la mise en service qui est réalisée ce soir par Mahama Traoré. Au cœur de la savane du centre, elle s'impose désormais et fièrement. Elle a mis 4 années pour se frayer un chemin entre Yamoussoukro, la capitale politique, et le département de Thiébissou. 4 ans de labeur pour s'assurer de bâtir un ouvrage solide dans le temps et dans l'espace. Au final, une autoroute de 36,5 km reliant désormais Yamoussoukro à Thiébissou. Alors, comme je dis, ici, nous avons la structure de chaussée, c'est 80 cm d'épaisseur, donc c'est vraiment du costaud. C'est une structure assez solide, voilà, qui va tenir pendant les 20 ans minimum de durée de vie de cette autoroute-là. L'ouvrage qui a été réalisé a été fait selon les normes de l'art. Nous avons respecté tous les cahiers de charges qui ont été définis pour l'entreprise. Toutes les prescriptions ont été définies et donc c'est une route de qualité que nous avons réalisée. Elle tient compte de l'agressivité du trafic et nous pensons qu'elle aura une bonne durée de vie avec l'entretien courant qui doit suivre. S'il faut donner tant de garanties, c'est parce que cette autoroute est appelée à supporter un trafic dense. Elle n'est qu'une section de la longue route qui mène vers les frontières du Mali et du Burkina Faso, un tronçon constamment emprunté par des camions poids lourds, des autocars et d'autres types de véhicules. Au fil du temps, la désormais ancienne route a fini par montrer ses limites. Hier comme ça, on était bloqué pendant 4 heures du temps avec Djibounois. Donc c'était une voie express là. C'était déjà, depuis 18 mois, je suis rentré à 22 heures à Boaké. Ça a rangé beaucoup pour aller à Boaké. Tous les jours on a oublié, quand tu fais le voyage, Abidjan, Boaké, tu vas au garage. La route là n'est pas bonne. Il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup d'accidents aussi. Voilà, si l'autoroute là est finie là, voilà, ça va nous plaire. On peut dire Dieu merci. La nouvelle voie, elle, n'entend pas décevoir ses usagers. Elle leur réserve une circulation avec des commodités. 4 passages routiers à raison de 2 fois une voie sur le sens aller comme retour. 6 passages pour les piétons. 3 échangeurs comme celui de Lolobo, des ouvrages de drainage et d'assainissement, 104 au total, le long des 36,5 km, un passage inférieur pour descendre vers Thiébissou.
Vraiment, c'est une bonne voie. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je remercie M. Alassane Ouattara de bien vouloir nous aider comme ça. Des fois, tu arrives, il y a un camion qui s'est coulé, vous êtes obligé de faire au moins 2 heures, 3 heures, patienter pour pouvoir l'enlever. Bon. Or, avec l'autoroute, ça sera encore plus facile de circuler sur l'autoroute. Ça va nous permettre beaucoup d'aller plus rapidement à Boaké. En tout cas, la petite voie, assez de voitures, mais l'autoroute, je pense bien que ça peut nous arranger. L'ouvrage reflète également la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire portée par le président Alassane Ouattara. Les populations installées dans les villages situés dans l'emprise vont bénéficier de 6 marchés et de 10 forages. Pour honorer la facture de ce chantier d'Hercule, l'État a dû mobiliser 82,7 milliards de francs CFA avec le concours de la Banque islamique de développement. Cet ouvrage va avoir un impact positif, d'abord sur le moral de nos chauffeurs. Cet ouvrage va avoir un impact positif sur la durée de vie de nos véhicules. Et cet ouvrage va avoir aussi et surtout un impact positif sur la grave question de la préservation de la vie de nos passagers, de nos populations qui sont transportées. C'est ici, au pied de la rivière Caen, que l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou termine sa course. Un pont érigé sur ce cours d'eau va la relier à un autre tronçon autoroutier, la section Tiébissou-Boaké, dont les travaux sont en cours et devraient être livrés avant la CAN 2023. Un autre pas majeur vers la réalisation du projet d'autoroute Abidjan-Ouagadougou. Et voilà donc un bel ouvrage au centre de la Côte d'Ivoire, au cœur du pays. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, échange avec le président de la conférence consultative et politique du peuple chinois. Une visioconférence sur plusieurs axes, notamment la diplomatie parlementaire et aussi la réalisation de projets en Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. Le président de l'Assemblée nationale, avec à ses côtés Thomas Kamara, président de la Commission des relations extérieures, échange par visioconférence avec le président de la conférence consultative et politique du peuple chinois, Zhang Jiabang. Les deux parties élaborent des axes de coopération dans divers domaines. La digitalisation de notre Assemblée, du fonctionnement de notre Assemblée nationale, notamment également la construction d'un complexe à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, d'un complexe devant abriter toute l'Assemblée nationale. Le renforcement de la collaboration entre les Assemblées nationales de la Chine et de la Côte d'Ivoire, également au centre des échanges. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a également informé de sa volonté d'organiser une visite officielle en Chine pour aller rencontrer le responsable de l'Assemblée nationale, de sorte à renforcer les liens dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Le président Adama Bictogo s'est félicité de la parfaite relation bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Chine qui existe depuis 40 ans. La Chine et la Côte d'Ivoire continuent d'entretenir de bonnes relations. Au plan politique, la Côte d'Ivoire voudrait rassurer la partie chinoise de ce que l'Assemblée nationale, dans la droite ligne donc de la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, attache un prix à l'unicité de la Chine. La Côte d'Ivoire ne reconnaît qu'une seule Chine, qui a pour capitale Beijing. La conférence consultative et politique du peuple chinois est une organisation composée des représentants du Parti communiste chinois, des partis démocratiques, des démocrates sans parti politique et bien d'autres. Elle joue un rôle important dans la vie politique de la Chine et dans la sauvegarde de l'unité du pays. À la Chambre haute du Parlement, on parle plutôt de budget pour l'année 2023, des secteurs de la santé, de l'emploi ou encore du social. Des plans d'action des départements ministériels sont à valider par la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Les ministres se succèdent donc à cette tribune et de belles perspectives pour ces secteurs en 2023 se dessinent selon le point de Kader Sogodogo que je vous invite à suivre. Le basculement de la Côte d'Ivoire au budget programme et la volonté manifeste du pays d'être abonné à la bonne gouvernance et aux pratiques d'un État qui se veut sérieux amènent le gouvernement à la transparence dans la gestion des deniers publics. Les budgets ministériels sont désormais rendus publics.
Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, met l'accent sur le développement des infrastructures sanitaires, la poursuite de la couverture maladie universelle et des soins de qualité au profit des populations en 2023. Pour ce faire, il dispose d'un budget de plus de 635 milliards de francs CFA, y compris les salaires. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a élaboré un programme chiffré qui dépasse les 52 milliards de francs CFA. Réconciliation et cohésion sociale, le ministre Kouadio Konan-Bertin dispose d'un peu plus de 4 milliards de francs CFA pour approcher davantage les populations. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, plus de 23 milliards de francs CFA. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, plus de 50 milliards de francs CFA. 2023, une Côte d'Ivoire qui va plus loin dans le social et la solidarité. Assurer les sénateurs que ce budget voté ce jour, cet argent servira effectivement au programme Filets socioproductifs qui compte prendre en charge en plus de 227 000 ménages qui sont dans le programme, 200 000 ménages, et au niveau de la solidarité, c'est de renforcer les mécanismes de réponse au choc. Donc nous donnons l'assurance aux sénateurs que le ministère travaillera comme il se doit pour arriver enfin à cette Côte d'Ivoire solidaire tant prônée par le président de la République. Ce sont des ministères à caractère humain qui représentent les points 2 et 4 du programme national de développement, donc sur la solidarité, sur l'action sociale. Et je pense que cela va s'amplifier pour l'année 2023 pour le bien des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Tous ces budgets adossés à des programmes clairs ont séduit les sénateurs, membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Ils ont été adoptés à l'unanimité. Voyons à présent le point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce 15 décembre 2022 sont annoncés dans le pays 15 nouveaux cas de Covid-19 sur 306 prélèvements effectués. Un cas de guérison est également déclaré. Il y a toujours dans le pays 19 cas actifs. Et à cette date, au moins 23 262 019 doses de vaccins ont été administrées, des vaccins anti-Covid, donc des vaccins administrés au sujet en Côte d'Ivoire. Parlons de politique à présent. Les recommandations du RESAO, le symposium régional du réseau des structures des gestions électorales en Afrique de l'Ouest, qui s'est tenu les 12 et 13 décembre 2022. Les présidents des commissions électorales de 15 pays membres de la CEDEAO se sont donc entretenus et ont fait le bilan de leurs activités pour le compte de l'année 2022. Leurs recommandations pour une inviolabilité et l'intégrité des élections dans la sous-région sont consignées dans ce reportage de Jean-Marc Djadji. 2 jours ont suffi pour ces membres d'organes de gestion d'élections de l'espace CEDEAO pour dresser leur plan d'action. Une liste de recommandations pour traduire fidèlement la volonté du peuple dans les résultats électoraux. Entre 2020 et 2022, la sous-région a enregistré 4 putschs militaires et 6 élections contestées. Des élections générales sont prévues dans une demi-douzaine de pays de la CEDEAO. Le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest, RESAO, s'engage donc à sensibiliser et à impliquer tous les acteurs politiques afin d'éviter les crises. En période électorale, les présidents de commissions électorales ont besoin de soutien de leurs pairs. Ce que vous ne savez pas, ils ont trop de pression. Tout ce qui se passe lors des élections est sur leur tête et on ne se demande pas les autres branches qui doivent intervenir dans le processus électoral. C'est pour ça que, sous la présidence du président Culbert, nous avons mis en place désormais une mission de soutien des pairs à chaque élection présidentielle dans la région. Les experts de la fêtière des commissions électorales se sont engagés à l'issue de ces travaux et partagent d'expériences à consolider leurs efforts. Tous les membres des commissions de l'espace CEDEAO présents ont chacun donné leur contribution, lesquelles contributions ont permis d'avoir une expérience qui sera consolidée dans un document
Le RESAO, qui est cette structure de l'Afrique de l'Ouest en charge des élections, a eu 3 grandes activités. Celle qui est relative au soutien et au partage d'expériences auprès des autres commissions électorales sœurs de l'espace CEDEAO. Le manque de moyens financiers pour le comité de pilotage du RESAO a notamment été évoqué durant sa 8e Assemblée générale tenue en présence des 15 pays membres de la sous-région. Les activités des partis politiques. Le nouveau secrétaire exécutif du RHDP poursuit ses consultations pour la consolidation du parti au pouvoir. Il a rencontré mercredi quelques membres du parti issus du Conseil économique, social et environnemental. Le point de leur rencontre et échange dans ce reportage d'Abdoulaye Koné et Soro Abou. Le secrétaire exécutif du RHDP a rencontré les conseillers économiques et sociaux de son parti. Un tête-à-tête qui lui permet de recueillir leurs instructions et leurs conseils pour la réussite de sa mission. Cette rencontre était attendue par tous les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels. D'abord, le féliciter pour sa nomination et également l'encourager dans tout ce qu'il fait. Nous sommes à une étape importante de l'évolution de toutes ces questions où c'est important qu'on puisse venir d'abord le féliciter pour sa nomination et l'encourager pour tout ce qu'il a commencé à entreprendre et en même temps lui témoigner notre soutien sans faille. Il y a des informations très importantes qui nous ont été données et nous sommes invités en tant que RHDP de nous impliquer dans l'animation du parti sur le terrain. Le ministre Cissé Ibrahim Bakongo s'est surtout engagé à maintenir le contact avec toutes les structures du parti. Le contact entre eux et le parti va permettre donc au parti de continuer d'alimenter par les réflexions les différentes institutions où ils sont, mais également de recueillir j'allais dire tous les projets, toutes les analyses, toutes les idées qui sont partagées dans les institutions. Pour nous, c'est la meilleure manière d'aider donc le gouvernement, de rester en contact avec le gouvernement, de rester en contact avec les institutions, mais aussi la meilleure manière pour le gouvernement, pour les institutions, de rester donc dans l'organisation, dans le fonctionnement du parti. Le secrétaire exécutif du RHDP a promis que ces rencontres seront institutionnalisées. Sur la révision de la liste électorale, les partis politiques s'impliquent davantage pour une grande sensibilisation des populations. Et dans ce cadre, Adaba Bictogo a rencontré la chefferie traditionnelle de 7 villages à Tchan, dans la commune de Yopougon. Le point avec Michel Tigray. À 5 jours de la fin de la révision de la liste électorale, Adama Bictogo met les bouchées doubles pour susciter une adhésion massive des populations de Yopougon. La chefferie traditionnelle de 7 villages à Tchan de Yopougon est sollicitée pour l'enrôlement du maximum d'électeurs dans cette communauté. À ses côtés, un fils à Tchan, le ministre d'An Paulin Claude Adama Bictogo a souhaité son intégration au sein du peuple à Tchan. J'ai profité aussi pour que mes parents, le chef Nanandori, qui est le président des chefs de la région de la Yébi, accompagné donc du chef Krobou, du chef Dano et de l'imam central, j'ai fait donc venir mes parents d'Aboville pour qu'ils soient témoins de ce jour-là où mes parents de Yopougon, les Atchans, ont donc décidé de m'accepter. C'est donc une journée forte de symboles. Autre symbole fort de cette journée, les dons de Adama Bictogo au nouveau-né de 5 centres de santé de Yopougon. Je suis venu me porter parrain. Au niveau de Yopougon, il y a eu 100 enfants nés aujourd'hui, le 14 décembre. Au niveau d'Aboville, environ 40. Et j'ai donc décidé de partager non seulement ma journée anniversaire avec ces enfants, pour que nous ayons ensemble le même anniversaire. Je ne les connais pas, mais ce que je sais, ce sont des enfants nés en Côte d'Ivoire. Ce que je sais, c'est des enfants de femmes ivoiriennes. Et ce qui m'a touché, c'est que la plupart des mamans étaient très jeunes.
Dans les semaines à venir, Adama Bictogo va intégrer officiellement la communauté Atchan au cours d'une cérémonie traditionnelle qui réunira les 7 villages Atchan de Yopougon. Et toujours sur la révision de la liste électorale au PDCI, on fait le point des avancées de la sensibilisation et c'est avec l'honorable Diaoufoué qui a rencontré le personnel politique du PDCI dans la commune de Yopougon. Le point avec Didier Nguessan. Après 3 semaines de sensibilisation à l'enrôlement sur la liste électorale dans les différentes chefferies de Yopougon, le député Diaoufoué fait le point. Il a rencontré le personnel politique du PDCI RDA à Yopougon, notamment les secrétaires généraux de section, les UF-PDCI et les JPDCI, et les militants qui constituent les points focaux dans leurs différentes bases pour s'enquérir des résultats de la sensibilisation. Le travail là, on ne triche pas avec. Soit tu fais pas. Quand tu fais pas là, les résultats, tu vas connaître. Mais quand tu fais là, les résultats sont toujours bons. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la victoire du PDCI-RDA à Yopougon. Donc, chers militants du PDCI-RDA, continuons d'investir le terrain. Soyez prêts. Galvanisant de nouveau sa troupe pour les jours restants, l'honorable Diaoufoué a insisté sur la nécessité de l'engagement au travail bien fait pour maximiser l'inscription des militants du PDCI sur la liste électorale. L'opération d'enrôlement a débuté le 19 novembre et prendra fin le 20 décembre prochain. Et à présent, cet hommage que nous rendons à MC Claver qui a fait les beaux jours du rap ivoirien dans les années 90. MC Claver, né Claver César Auguste Roméo Kiswansida Yaméogo, fils de l'ancien président burkinabé Maurice Yaméogo, est décédé ce jeudi des suites d'une maladie à l'âge de 56 ans. Célèbre rappeur, converti pasteur, le bishop Claver Yaméogo dit MC Claver s'en est allé aujourd'hui, 14 décembre, à Ouagadougou. Animateur, artiste, créateur de concepts, l'homme a travaillé de longues années avec la RTI sur Fréquence 2, avec l'émission Zone Rap, qui a aussi été à l'origine de la découverte de plusieurs talents du rap ivoirien. Voilà, paix à son âme. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.